Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue à cette rencontre qui s'inscrit dans le cadre d'un temps fort de la saison Africa 2020, dont le principe est de réunir deux invités, l'un du continent africain, l'autre français, de disciplines différentes sur un même thème. Ce matin, écrire l'Anthropocène. L'Anthropocène, c'est-à-dire cette période dont on date généralement le début au moment de la révolution industrielle, période qui voit les activités humaines avoir de fortes répercussions sur les écosystèmes, les marquer de leur empreinte, les transformer, les abîmer. Bonjour à vous, Miyakuto. Bonjour. Bonjour à vous, Stéphane Durand. Merci à tous les deux Bonjour. d'être là. Merci Elodie beaucoup pour d'animer cette rencontre. Merci à tous les trois d'être avec nous ce matin. J'en profite pour saluer mes collègues de l'organisation du Sommet de septembre et de la saison Africa 2020 qui est portée par l'Institut français. Ainsi que October Octopus et Tutti Quanti. Et puis je rappelle que cette rencontre s'inscrit dans le Festival Littérature au Centre à Clermont-Ferrand. On aurait beaucoup aimé accueillir tout le monde à Clermont-Ferrand, mais les conditions que vous connaissez tous et toutes ne nous l'ont pas permis, mais nous sommes très très heureux que cette rencontre ait pu être maintenue en digital. J'en profite pour remercier également Sylviane Coyot pour sa collaboration. Juste une petite précision technique avant de vous laisser poursuivre. Je vois que nous avons déjà quelques spectateurs et spectatrices sur Zoom. Vous pouvez donc choisir la langue dans laquelle vous allez écouter la rencontre sur Zoom en utilisant le petit onglet Interprétariat. La rencontre aura lieu en français et en portugais. Et si vous nous regardez sur Facebook, la rencontre sera retransmise en français. N'hésitez pas à nous transmettre vos commentaires et questions dans le chat ou en commentaire sur Facebook et nous les transmettrons à Elodie à l'issue de cette heure de discussion. Et je disparais maintenant pour vous laisser converser. Merci beaucoup. Merci beaucoup Cédric. Je tiens à saluer Thierry Pimpao qui va nous servir d'interprète aujourd'hui. Quelques mots pour vous présenter tous les deux. Miyakuto, vous êtes né au Mozambique en 1955. Vos parents avaient fui le Portugal et la dictature de Salazar. Vous vous êtes engagé pour l'indépendance du pays dans les rangs du Frélimo, le Front de libération du Mozambique. Vous avez pratiqué le journalisme. Vous êtes aujourd'hui écrivain et biologiste, spécialiste des zones côtières. Vous enseignez également à l'université de Maputo. Vos romans sont traduits dans plus de 30 langues et vous avez publié en 2020 aux éditions Métellier Les Sables de l'Empereur dans une traduction d'Elisabeth Montero Rodriguez qui a d'ailleurs reçu le prix Michalski l'année dernière en 2020. Ce livre en rassemble en fait trois pour l'édition française et nous immerge dans le Mozambique de la fin du 19e siècle, en proie aux guerres entre la puissance coloniale portugaise qui essaye d'étendre son empire, de continuer aussi à rivaliser avec les autres puissances européennes sur ce continent et les différentes ethnies du pays, dont certaines sont rassemblées, dirigées par Nguyen, l'empereur de Gaza. Et nous avons deux grands personnages. Nous avons Imani, cette jeune femme qui est de l'ethnie Vachopi, qui narre une grande partie de cette histoire et qui sait parler le portugais. Cela aura une grande importance dans l'histoire. Et nous avons Germano de Melo, un jeune sergent portugais, républicain, exilé sur cette terre du Mozambique, qui est donc en proie à cette grande violence.
Nous reparlerons bien sûr de ce très grand roman avec vous. Stéphane Durand, quelques mots aussi pour vous présenter. Vous avez, vous aussi, de multiples casquettes. Vous êtes biologiste, ornithologue, éditeur, essayiste. Vous dirigez la collection Monde sauvage chez Actes Sud, une collection qui a été créée en 2017, qui compte maintenant près d'une vingtaine d'ouvrages. J'en cite quelques-uns. Le retour de Moby Dick, signé par Jacques Sarano, sur la piste animale. Voilà, sur la piste animale par Baptiste Morisot, Habité en oiseau par Vinciane Després. Vous avez vous-même signé 2 essais dans cette collection, 20 000 ans ou la grande histoire de la nature, et puis Réensauvageant la France, plaidoyer pour une nature sauvage et libre, que vous avez coécrit avec Gilbert Cochet. Ces 2 essais ont paru en 2018. Cette collection, elle a pour horizon de repenser notre relation à la nature, de postuler une nouvelle alliance, je reprends vos mots, avec elle. Il s'agit d'offrir un lieu d'expression privilégié à tous ceux qui, aujourd'hui, mettent en place des stratégies originales pour être à l'écoute des êtres vivants. Voilà le postulat. Et vous êtes aussi conseiller scientifique de Jacques Perrin depuis 1997 sur ses différentes aventures cinématographiques pour voilà, Le peuple migrateur, Océan, ou encore plus récemment le film qui s'intitulait Les saisons. Je voulais commencer avec vous, Stéphane Durand, si vous le voulez bien, sur notre sujet de ce matin, sur la relation de l'homme à la nature. Je voulais savoir d'abord simplement comment a été pensée cette collection Monde sauvage, quels ont été les constats, les partis pris qui ont impulsé la création de cette collection et qui nourrissent aussi son dynamisme, parce que j'ai l'impression qu'elle est maintenant très reconnaissable, qu'elle a trouvé sa place sur les tables des librairies. Écoutez, elle a commencé comme une belle anecdote en fin de soirée, après une fête et, sur un coin de table où nous fêtions la sortie du film Les Saisons, dont vous parliez à l'instant, réalisé par Jacques Perrin et Jacques Cluzot, et sur lequel j'avais collaboré très étroitement. Et nous faisions la fête pour la sortie du film et du livre, puisque Actes Sud avait édité le livre du film finalement, donc le livre que j'avais écrit, j'avais écrit le film et le livre, donc on s'était tous réunis, les 2 équipes de la production du film et de la production du livre, tous ensemble pour faire la fête au moment de la sortie, et puis voilà, c'était une super fête, et à la fin de la soirée, Jean-Paul Capitani, le responsable des éditions Actes Sud, est venu me voir, et sous la forme d'une boutade, il m'a dit c'était super, Stéphane, de se faire ce livre avec toi. Mais alors, si on doit attendre que Jacques Perrin fasse un nouveau film, parce qu'on sait que Jacques Perrin fait des super films, mais il prend beaucoup de temps pour les faire, 4, 5, voire 8 ans pour Océan. Voilà, si on attend le prochain film de Jacques pour retravailler ensemble, ça va faire trop loin dans le temps, quoi. Est-ce que tu n'as pas des idées Et des idées, moi, j'en avais plein. Donc voilà, au fil de la conversation, je déballe mon sac sur la table, mon sac à idées, et puis on s'est dit, mais il y a une vraie cohérence, il y a une unité entre tout ça. Ça vaudrait le coup de rassembler tous ces projets sous une bannière. Et voilà comment, à la fin de la soirée, j'ai été propulsé directeur d'une collection qui n'existait pas, qu'il fallait créer et qui allait être Monde sauvage. Dans Réensauvageant la France, vous écrivez ceci, la place pour la vie sauvage ne manque pas dans la nature, mais dans la tête des hommes, et particulièrement en France. Vous dites bien dans cet essai qu'un des enjeux décisifs, c'est le changement des mentalités. Est-ce que vous pouvez évoquer cette proximité immémoriale, je cite encore votre essai, cette proximité immémoriale dans les têtes et dans la vie qui a été perdue avec cette nature sauvage? Oui, c'est ça. Dans le livre qui s'appelle 20 000 ans ou la grande histoire de la nature en France, c'est pas une vision globale, mais vraiment centrée sur l'Europe de l'Ouest et la France.
on voit bien que Homo sapiens sapiens est là depuis environ 40 000 ans. Et donc, la plupart, la plus grande partie de l'histoire de Sapiens, Sapiens sapiens en Europe de l'Ouest s'est déroulée au milieu et parmi tous ces autres vivants qui étaient voilà, les plantes, les animaux, et la cohabitation, tant bien que mal, s'est poursuivie pendant des milliers d'années. Et c'est cette cohabitation qui est mise à mal, comme vous disiez en introduction, par l'Anthropocène, c'est ces toutes dernières décennies, ces tout derniers siècles. Et donc la preuve est faite que la cohabitation est possible, puisque la plus grande partie de notre histoire a été sous cette lumière-là, de cette cohabitation. Parfois un peu tendu, quoi. Hein. C'est du voisinage, comme on sait tous, hein, on n'est pas toujours d'accord avec nos voisins, mais on sort pas toujours le fusil pour régler un différend avec le voisin parce que il a fait du bruit ou parce que voilà, en sortant les poubelles, voilà, on sort pas le fusil tout le temps, quoi. Bon, voilà, dans la nature, des fois il y a des voisinages qui sont un peu encombrants, un peu fatigants, et puis plein d'autres qui sont super. Mais voilà, cette cohabitation s'est déroulée tant bien que mal. Et c'est ça qui a été rompu ces derniers temps et voilà, que j'appelle, moi et un grand nombre d'autres, hein, notamment à travers cette collection, à repenser, à refonder. Miyakuto, je m'adresse à vous maintenant sur cette proximité immémoriale dont parlait Stéphane Durand, entre l'homme et la terre, entre l'homme et le ciel, l'homme et les animaux, tout cela, et cette proximité immémoriale avec la nature sauvage est très présente dans votre roman, et il y aurait 1000 exemples à donner de ce lien vital et quotidien, de cette appartenance de l'homme à la nature. Imani, votre grand personnage, nous explique beaucoup de choses de ce côté-là, la signification de certains gestes, de certaines paroles qui illustrent cette alliance avec l'environnement, avec la nature. Alors, je voudrais citer un exemple de cette alliance-là dans votre roman. Nous sommes avec Imani et avec une des reines, une des épouses de l'empereur de Gaza, Dabondi. Et Dabondi, donc, demande à Imani, tu sais comment j'ai appris à parler avec les fleuves? C'était à l'adolescence, dit-elle. Cela s'est passé avant que le roi ne me prenne pour épouse. Tous les matins, elle observait une araignée entrer et sortir d'un trou dans la cour de sa maison. Entre ses pattes, l'animal transportait de la rosée au tréfonds de la terre. Elle travaillait comme un mineur à rebours. Elle puisait dans le ciel pour accumuler dans le sous-sol. Cette occupation durait depuis si longtemps qu'au fond de son terrier était né un grand lac souterrain. La reine voulut aider l'animal dans ses excavations humides. Un jour, par une aube sans rosée, elle apporta une coupelle d'eau qu'elle laissa à l'entrée du terrier. Mais l'araignée refusa cette gentillesse, souriant. Ce que je fais n'est pas un travail, ce n'est qu'une conversation. Et elle ajouta, je vois combien tu souffres, il faut beaucoup de solitude pour remarquer les créatures aussi petites que moi. En signe de gratitude, l'animal lui apprit la langue de l'eau. Et ce qui m'a interpellée dans ce passage, c'est le mot de l'araignée. Ce n'est pas un travail, c'est une conversation, ce qui donne une idée de cette alliance. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus, Miyakuto, cette alliance qui constitue le monde des sables de l'empereur et qui, j'imagine, perdure aujourd'hui au Mozambique? Sim, eu acho que aqui se trata não de olhar esses dois mundos, daquilo que poderia ser a sociedade e a natureza, digamos, o humano e aquilo que é o meio ambiente. Aqui não é uma questão de proximidade, é uma questão de fronteiras perdidas. São fronteiras que não estão definidas da mesma maneira que se definem, por exemplo, nas culturas dominantes da Europa. Só para vos dizer, não há em nenhuma língua indígena de Moçambique, de raiz africana, não há uma palavra para dizer natureza ou meio ambiente. Esse é um problema que eu tenho como biólogo. Quando chego a um lugar, eu tenho que me apresentar e é estranho que haja alguém que trabalhe sobre isso.
que não tem separação, que não tem, é uma esfera que está absolutamente, digamos assim, ajustada e combinada com aquilo que é a esfera humana. Portanto, eu acho que aqui eu vou-vos contar uma pequena história. Agora, depois de ter começado a trabalhar nesta comissão científica que digamos que lida com o assunto da Covid, eu estava no Ministério da Saúde e chegou ao Ministério da Saúde um conjunto daquilo que a gente chama os curandeiros. E eles vinham-se apresentar para dizer que estavam disponíveis para ajudar. E disseram, nós não sabemos o que é esta doença, não conhecemos esta doença. Os nossos antepassados, porque a coisa acontece nesses diálogos que têm uma espécie de triangulação entre os viventes, os que aparentemente morreram, não é? E depois o cosmos, todo o cosmos. E eles disseram que os antepassados não conheciam este vírus. E o que eles vinham pedir ao Ministério da Saúde, dizer, vocês que são cientistas, quando descobrirem a língua, o idioma deste vírus, digam-nos, ensinem-nos, porque nós queremos conversar com este vírus. Então a ideia, aqui todo um outro conceito que mostra que a solução não é essa solução que está na base da medicina que hoje se globalizou, não vamos chamar a medicina ocidental, que é, digamos assim, esta espécie de ideia de que há uma fronteira que é invadida, não é? E o que é estranho tem que ser eliminado. Há uma ideia de se criarem harmonias. As coisas resolvem-se pela criação desses diálogos. E isso eu acho que não é uma coisa que tem que ser vista do ponto de vista folclórico, não é? Ou exótico, ou antropológico. Acho que há aqui alguma coisa que tem que ser entendida, que há uma espécie de uma sugestão para repensarmos o mundo de maneira que a gente não se coloque à parte, não se coloque no centro, não é? E digamos, percebermos que essa diversidade, essa complexidade, essa diversidade existem dentro de nós. Eu vou terminar para não me alongar, para dar espaço ao Stefan também, e a outras perguntas, é que o que eu concluo desta história e da maneira como vários episódios desta pandemia sugeriram é que, de facto, nós mantemos uma visão muito estreita da vida. Esta visão hegemónica que hoje, digamos, se globalizou, tem uma ideia muito estreita do que é a vida. E tem uma ideia muito ampliada do que é a nossa própria espécie. Não é? E o que o vírus nos vem dizer é que a vida não mora naquilo que é visível à escala humana. Não mora só aí. Mora aí, sim, nas florestas, nos oceanos, no animal, mas mora sobretudo naquilo que é invisível, que são os pequenos micro-organismos, os vírus, as bactérias. É nesse nível que os principais maestros desta grande orquestra estão trabalhando para tornar este planeta um planeta vivo. Ce qui est intéressant dans ce que vous dites aussi, Miyakuto, c'est l'idée que les deux disciplines qui vous occupent, l'écriture et la biologie, ne s'opposent pas. On sent que ce ne sont pas deux disciplines qui sont étanches et que vous pratiquez. Si vous pratiquez l'une, vous ne pratiquez plus l'autre. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette non-opposition entre ces deux disciplines? Sim, olha, há pouco tempo eu fui numa delegação de biólogos visitar um rio aqui próximo a 200 quilómetros de Maputo, da cidade onde eu vivo. E esse rio é um rio onde ocorreram inundações trágicas, de maneira recorrente. E íamos falar sobre as alterações climáticas com as comunidades locais. E isso era muito curioso, porque íamos falar sobre alterações climáticas para pessoas em cuja língua não existe palavra para dizer clima. E não existe palavra para dizer natureza, mas existe a percepção, que é uma outra percepção, que não é menor, que não pode ser desqualificada, de como é que ocorrem estas mudanças dramáticas, não é? E quando perguntamos como é que era o nome do rio na língua local, foi muito curioso. E é isto, para responder à sua pergunta, o nome do rio era um rio
chamava-se O Rio que Engravida, que fica grávido. Ora, isto tem uma dimensão poética, evidentemente, mas há aqui uma sedimentação de um conhecimento, não é? De como é que este rio se comporta de uma maneira sazonal. Não é? Essas cheias não são coisa que as pessoas não saibam como é. Mas esta ideia de que o rio é uma entidade viva e é uma mulher. A ideia é que aqui nunca a paisagem é uma coisa inorgânica. A paisagem não tem fronteira connosco. Isto é impossível não ser escritor numa condição destas, porque quando eu estou a descrever a montanha, a árvore, tudo isso tem espiritualidade, tudo isso tem uma ligação religiosa com esta cosmologia que compõe esta cultura. Então não é possível separar o biólogo do escritor quando eu sou uma espécie de contrabandista entre esses dois universos. On y reviendra, parce qu'on reviendra au motif de la frontière qui est très présent dans votre roman. Stéphane Durand, je reviens vers vous pour que l'on continue à parler de ce qui vous rassemble avec Mia ce matin, et notamment l'idée que vos ouvrages sont tournés vers le passé sans pour autant finalement se consacrer à ce passé-là, c'est-à-dire sont tournés vers le passé pour parler du présent, pour arriver à penser le présent aujourd'hui. Dans 20 000 ans, vous nous catapultez dans un passé vraiment vertigineux, mais passionnant, qui nous donne à voir finalement ce qu'était la France il y a des dizaines de milliers d'années, pour mettre en perspective ce présent. Et j'aimerais que, si vous le voulez bien, vous reveniez sur plusieurs termes qui sont présents dans cet essai. Vous parlez d'amnésie écologique, et par ailleurs, en regard de cette expression, est-ce que vous pourriez évoquer l'idée d'écologie historique et d'archéozoologie, puisqu'à chaque fois, il y a un lien finalement avec ce qu'on fait du passé pour penser le présent. Oui, tout à fait. Est-ce que je peux, en préalable, rebondir sur ce que disait… Je vous en prie. J'adore le terme de contrebandier, parce que c'est exactement le cœur de mon activité ici, de créer des passerelles entre la littérature et les sciences en permanence, vraiment de rendre les frontières les plus floues, les plus troubles, les plus poreuses possibles. Parce que c'est rendu possible aujourd'hui par la recherche en biologie qui a des techniques maintenant suffisamment fines et précises pour pouvoir suivre des individus. Avant, on étudiait des populations de mouettes, des populations d'éléphants. Voilà, on avait une vision assez surplombante parce qu'on n'arrivait pas à les individualiser. Maintenant, on est capable de les individualiser, soit parce qu'on y passe énormément de temps avec eux, soit parce qu'on a des moyens, des bagues, des capteurs, des émetteurs GPS. On est capable de les suivre même là où nous, on ne peut pas aller. Et de fil en aiguille, on est capable de raconter l'histoire de ces individus. Les biologistes sont en train d'acquérir une dimension de biographe. Ils deviennent des biographes de l'animal ou de la plante qu'ils étudient. Ils ne parlent plus des chênes ou des cachalots en général. Ils sont capables de suivre, comme François Sarano dont vous parliez tout à l'heure, de suivre une famille de cachalots sur des années, et donc de raconter l'histoire d'une famille de cachalots comme quelqu'un d'autre pourrait raconter l'histoire d'une famille en Camargue, dans une famille d'humains en Camargue, au Mozambique ou en Sibérie, quoi. Donc voilà, les liens entre la littérature et la science deviennent de plus en plus flous, et vraiment je pousse vraiment à ça. Alors pour revenir à votre question, l'amnésie écologique, c'est un phénomène qui est bien caractérisé maintenant, où chaque nouvelle génération considère la nature, après on pourra en revenir sur le thème de nature, mais la nature qu'elle a connue, cette génération, pendant son enfance, comme le point zéro. Et donc, elle peut considérer qu'elle s'améliore ou
malheureusement, surtout en ce moment, qu'elle se dégrade, mais par rapport au point zéro qui était ce qu'elle a connu pendant son enfance. Et elle ne se rend pas compte que ce qu'elle était pendant son enfance, c'était déjà une situation dégradée de ce qu'elle était par rapport à la génération d'avant, et puis encore avant, et puis comme ça, de génération en génération. On oublie que les références glissent, et on oublie que en Europe de l'Ouest, la nature a pu être extrêmement abondante, luxuriante, avec des populations notamment d'animaux vraiment incroyables, des quantités de poissons, d'oiseaux, d'insectes vraiment phénoménales. Et c'est ce que je raconte dans le livre. Il y avait chaque été l'émergence des éphémères, qui sont des petits insectes qui passent leur vie larvaire dans l'eau et qui, voilà, après émergent et se mettent à voler. Mais c'était des nuages entiers au-dessus des fleuves et des rivières, à tel point que parfois on ne pouvait plus voir. C'est un vrai brouillard d'insectes pendant quelques heures ou quelques jours. Mais ça, aujourd'hui, pour en voir deux d'affilée, des éphémères, c'est impossible. Voilà, et donc, mais on l'a complètement oublié. Et moi, ce que j'avais eu envie de faire dans 20 000 ans, c'était voilà, de faire revivre, voilà, à travers les quelques pages de ce livre-là, voilà, les spectacles que la nature peut nous offrir, est capable de nous offrir en Europe de l'Ouest, et qui serait possible, et ça c'est le sujet de l'autre livre écrit avec Gilbert Cochet, il serait possible, en mettant en place certaines stratégies, en partie de faire revivre. Oui, puis il y a quand même un rapport au temps qui est différent, et que vous nous précisez ça très bien dans votre essai, parce que vous dites la chance inouïe que nous avons, c'est que la nature est résiliente, la nature se débrouille très bien toute seule si on lui laisse du temps. Le temps qu'il lui faut, et il n'est parfois pas long, ça n'implique pas forcément des siècles et des décennies. Parfois, elle sait très bien faire les choses très vite, et si on lui laisse de l'espace. Et ça, je trouvais ça très intéressant, parce que c'est là aussi nous décentrer par rapport à une façon de penser, tout simplement. Oui, tout à fait. Et ça montre que en fait, rien n'est jamais perdu définitivement. Et, on donne des exemples vraiment très très précis. En 1976, la France vote, l'Assemblée nationale française vote une loi globale de protection de la nature. Et du jour au lendemain, un certain nombre d'espèces deviennent protégées. Mais il est impossible de les chasser, de les exploiter. Et voilà, donc, et on se rend compte que voilà, du jour au lendemain, on arrête de chasser telle et telle espèce, et étonnamment, elles se mettent à se reproduire, et les populations augmentent. Et aujourd'hui, vraiment, de nombreuses espèces qu'on considérait comme patrimoniales et devenues super rares, voire même qui avaient disparu du territoire français, qui existaient encore chez les pays voisins, heureusement, et ben, se sont étendues, se sont développées. De manière vraiment spectaculaire, quoi. Vraiment, et c'est tous les grands rapaces, les cétacés, les phoques, les cigognes, les castors, les loutres, enfin la liste est super longue, et c'est ça qu'on a voulu faire passer comme message avec Gilbert dans ce livre, c'est que c'est vrai que quand on ouvre le journal le matin, on écoute les informations, et tout est super noir concernant la nature, c'est des chiffres alarmants d'érosion de la biodiversité, ce qu'on ne nie pas, hein, évidemment. Mais on a eu envie d'un peu de contrebalancer en disant « ouais, mais ce n'est pas 100% noir, quoi. » Il y a quand même, pour certaines espèces, certains milieux, il y a des choses qui reviennent. Le milieu forestier en France et en Europe s'étend, il n'a jamais été aussi étendu depuis 2 siècles. Certaines rivières retrouvent leur fonctionnalité. Donc voilà, il y a des belles... il y a des belles nouvelles, et on voudrait capitaliser là-dessus, parce que voilà, maintenant on sait, on a les connaissances pour pouvoir généraliser ce mouvement et le renforcer. Voilà, donc on a eu envie de porter un message positif. Et
on y reviendra, c'est vraiment le côté extrêmement réjouissant aussi de ce que vous pouvez écrire. Miyakuto, je reviens vers vous pour évoquer aussi ce lien entre passé et présent. Vous évoquez le Mozambique du 19e siècle, mais au bout de cette lecture, on ne peut que s'intéresser et s'interroger sur le Mozambique d'aujourd'hui et sur la question peut-être de savoir quelle mémoire il a construit de ce passé, comment il se débrouille aujourd'hui avec ce passé. Est-ce que ce roman, c'était pour vous un espace, une occasion de penser le pays que vous avez devant les yeux? Sim, eu gostaria de saudar esta posição que o Stefan teve sobre a necessidade absoluta, urgente de combatermos o pessimismo. Há um discurso apocalíptico agora que me parece que não produz esperança, porque há uma espécie de confinamento da esperança hoje, e nós temos que desenhar saídas, opções que existem e mostrar que, de facto, para dizer as coisas pelos nomes, é mais difícil imaginar o fim. É mais difícil imaginar o fim do capitalismo que imaginar o fim do mundo. E todos os dias nos falam do fim do mundo, não é? Quando houve vários fins do mundo aqui na nossa própria vida. Nós tivemos uma guerra civil em Moçambique que matou mais de 1 milhão de pessoas. De alguma maneira, foi o fim do mundo. Todos os dias em Moçambique acontece alguma coisa que tem a ver com o fim de um mundo que é, por exemplo, a maneira como as línguas transportam mundos dentro de si e desaparecem línguas no continente africano. Em Moçambique há línguas que estão em risco de extinção, por exemplo, não é? Mas é preciso ver que esses fins desses mundos são, digamos, não são experiências que são vividas pela primeira vez. A própria Europa, não é, viveu uma ideia de fim do mundo, um sentimento de fim do mundo. Entre 1914 e 1945 morreram 80 milhões de pessoas no espaço da Europa, no território da Europa. De alguma maneira foi o fim de um mundo, não é? Então acho que há aqui estamos a deixar demasiados, não estamos a libertar o futuro, não estamos a democratizar a esperança, não estamos a questionar este discurso de um fim do mundo que simplesmente ajuda a que surjam salvadores, populistas, não é? Estes messias que se apresentam para salvar o mundo. E agora volta à questão de como é que Moçambique viveu e vive essa relação com o passado. É uma relação muito tensa ao mesmo tempo, porque Moçambique teve situações traumáticas, não é? Várias, e em situações de guerra, situações de catástrofes ambientais gravíssimas, e a solução é esquecer. A solução proposta, digamos, por consenso, uma coisa alcançada em silêncio, é que é melhor esquecer isso que o passado teve de mal. Ninguém se lembra dessa guerra civil, ninguém se lembra do passado colonial, ninguém se lembra da escravatura. Se Elodie quiser, digamos, viajar para Moçambique e resgatar essas memórias, é muito difícil que elas apareçam, porque a ideia é que a construção desta nação, que se faz em cima de várias outras nações, precisa desse esquecimento. Porque no passado, por exemplo, a escravatura foi fundada não só pela intervenção de quem vinha de fora, mas havia redes internas que tinham uma certa representação geográfica, étnica. E não se quer relembrar isso hoje, porque isso pode acender conflitos. A ideia primeira é que isso pode acender conflitos. E, evidentemente, esta não é a solução. Mais uma vez, a ideia é pôr em conversa, sem medo, esses vários passados que tivemos, não é? E eu acho que aqui, eu estou muito feliz de estar aqui com um biólogo, um escritor e biólogo nesta conversa, porque de facto eu acho que a biologia abre esse mundo, não é? Em que há ali uma sugestão de que somos construídos por relações, não é? Os seres não têm essências, não é? Mesmo quando os biólogos partiram nessa cruzada à procura
do gene como uma explicação total, como se tudo estivesse no gene, e afinal nem tudo está no gene. O gene existe porque existe em conversa, em diálogo com vários outros fatores. Não é? E, portanto, acho que essa sugestão que a biologia dá é muito próxima da literatura. É preciso abrir espaços para que as pessoas estejam disponíveis a aceitar o outro e a aceitar o outro dentro de si. Não é? Só para terminar, a outra coisa que a biologia diz é que nós somos feitos do não humano, somos feitos do humano e não humano. Quer dizer, esta diversidade existe dentro de nós. Não, a biodiversidade não tem que ser encontrada fora. Não há mais natureza na floresta intacta do que na cidade ou que dentro de cada um de nós. Não é? Então, esse é o desafio. Oui, ça me fait penser ce que vous dites sur l'idée d'ouvrir des espaces, de mettre en dialogue des passés. C'est aussi ce qui construit les sables de l'empereur, dans le sens où il y a ce motif de la frontière qui revient, il y a une espèce de mosaïque comme ça. Là, il y a la frontière des langues, la frontière des territoires, des fleuves, des lignes de front. Et les frontières qui sont portées par les personnages aussi, par Imani, par Germano. Et bien sûr, le drame de ce nous à cet endroit-là, c'est-à-dire que ces frontières impliquent forcément des traversées, des franchissements, des contacts, des conversations, des conflits, bien sûr. Donc, dans votre livre même, finalement, le dynamisme de votre roman, il passe par là aussi, quand bien même il porte beaucoup de violence. Il y a quand même cette histoire de franchissement. Ce geste-là revient souvent, il me semble. Sim, porque na maior parte das vezes é uma falsa fronteira. E ela foi construída a partir do medo. A partir do medo, por exemplo, do medo de perdermos as nossas próprias certezas. Não é? Eu dou muitas vezes o exemplo de como é que eu comecei a escrever usando personagens femininas, por exemplo, como é que as mulheres aparecem na minha escrita. E eu sou fruto de uma construção em que ser homem, ser homem no sentido de ser macho, não é? Estava completamente clara, com fronteiras bem defendidas e com certezas absolutas, não é? E eu queria dar verdade a esses personagens femininos dentro da minha escrita, e pensava que havia uma técnica, pensava que eu falando com muitas mulheres eu conseguia perceber o que é que estava do outro lado. No fundo, foi quando eu percebi que não havia o outro lado. Foi quando eu percebi que se eu perdesse o medo de visitar isso que seria o meu lado feminino dentro de mim, eu chegava lá, e isso, no fundo, acho que se pode aplicar a qualquer uma das outras coisas, dos outros domínios. Merci beaucoup, Mia. Stéphane Durand, peut-être une réaction à cela, peut-être en évoquant un personnage, entre guillemets, aussi, sur cette idée qu'il n'y a pas d'autre côté, sur l'idée des fausses frontières, l'idée de l'ouverture des espaces. Il y a la figure du diplomate. Alors, le diplomate, on pense peut-être à l'ouvrage de Baptiste Morisot, Les diplomates cohabitaient avec les loups, sur une autre carte du vivant. Mais dans la présentation de la collection, c'est un mot que vous réutilisez aussi. Vous dites, en allant à la rencontre des animaux sur leur territoire, les auteurs donc, de la collection partent en mission diplomatique au cœur du monde sauvage. Ils deviennent, au fil de leurs expériences et de leurs aventures, les meilleurs interprètes de ces peuples qui n'ont pas la parole, mais avec lesquels nous faisons monde commun. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette figure du diplomate, qui est peut-être un autre genre de contrebandier, si vous acceptez aussi ce mot-là, mais il y a encore l'idée de franchissement des frontières, de mise en commun d'un monde. Peut-être pas moins le franchissement d'une frontière que la réduction d'une distance. C'est-à-dire qu'on franchit, on fait un pas, et à chaque fois c'est un risque. Hein. Il y a un risque à aller vers l'autre, quel qu'il soit, hein. Humain, non humain, voilà, différent, idéaux. Il y a un risque parce qu'on ne sait jamais ce à quoi on doit s'attendre, mais l'expérience montre que dans l'immense majorité des cas, c'est une rencontre qui est enrichissante.
les deux parties. Donc, il y a un risque à prendre, mais voilà, la plupart du temps, ça se passe bien. Et la figure du diplomate, oui, invoquée par Baptiste, la figure de l'interprète, et il a aussi il fait appel à la figure du truchement, qui est une jolie image, un joli personnage. Au début de l'époque moderne, au XVIe, XVIIe siècle, les Français qui étaient en train de découvrir du Nord, et essentiellement ce qui allait devenir le Canada, ils avaient pris pour habitude de laisser des jeunes garçons français grandir au sein des familles et des peuples, des différents peuples amérindiens qui vivaient là. Et donc, ces enfants grandissaient avec la double culture. Et l'idée, c'était vraiment de créer des personnages hybrides capables de converser dans les différentes langues et dans les différentes cultures pour trouver des points comme ça de dialogue. Moi, je reprends cette figure-là en imaginant que les biologistes, ce sont un peu nos envoyés spéciaux, nous humains, vers tous ces peuples. Alors, on pense à ces peuples très emblématiques. Tout à l'heure, je parlais des cachalots, les éléphants, les chimpanzés, les dauphins, les loups. Baptiste est un grand connaisseur des loups et des ours, c'est super. Mais tout à l'heure, Mia parlait de ces vrais maîtres du monde et les grands chefs d'orchestre du monde que sont les microbes. On en est l'époque actuelle en est le témoin. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, imaginez qu'à chaque gorgée d'eau, à chaque goulet d'air que vous respirez, ce sont des millions de microbes. Voilà, on est dans un bain de microbes en permanence, partout, dans nous, sur nous, autour de nous, on est dans les microbes, on est dans un monde rempli de microbes, créé par les microbes, et si on peut y vivre, c'est grâce aux microbes. Et c'est amusant, je suis en train de travailler à un projet avec une jeune biologiste, artiste, chef d'entreprise. Elle aussi, c'est un personnage hybride qui navigue dans toutes ces eaux troubles, vraiment à la frontière entre toutes ces disciplines. Et elle a écrit un très beau projet qui s'appelle, là, il y a quelques mois, qui s'appelle Gloire aux microbes, avec un point d'exclamation, justement pour dire, mais voilà, on dit attention, ce Covid-19 est en train de nous mettre à genoux, mais c'est masquer les millions d'autres microbes qui nous permettent de vivre tout simplement, quoi. Donc voilà, moi je navigue dans ces eaux-là, à la croisée de toutes ces disciplines. Et c'est quelque chose que je revendique, c'est quelque chose que j'essaye de mettre en avant de plus en plus au sein de la maison d'édition, en dehors de la maison d'édition, en faisant des films, en faisant des documentaires. Voilà, faire dialoguer les différentes disciplines, ce qui n'est pas forcément évident, mais qui devient... voilà, il y a un vrai appétit. Je sens de plus en plus les romanciers purs viennent vers les scientifiques osent prendre la plume pour écrire autre chose que des articles scientifiques, de la littérature grise, extrêmement rigoureuse, qui ne sera lu que par leur père et qui est indispensable, bien sûr. Mais voilà, ils osent raconter des histoires, ils ont envie de raconter des histoires. Voilà, donc il y a quelque chose qui est en train de se transformer actuellement et c'est vraiment passionnant. Alors, je me tourne tout de suite vers Mia par rapport à cette position dont parlait Stéphane, d'être à la croisée des disciplines, des mondes. J'ai l'impression que c'est votre endroit aussi, il me semble. Votre personnage des Sables de l'Empereur, Imani, a ce rôle d'interprète, de traductrice. Et à la fin de ce roman, on se dit qu'il n'y a pas plus romanesque finalement qu'une traductrice. C'est un grand personnage romanesque. J'ai l'impression que c'est un peu vous aussi. Est-ce que vous vous considérez d'une certaine façon comme un interprète? Assim, eu acho que essa é
não tenho grande mérito mas foi nisso que eu me converti. Eu, por um acidente histórico, nasci, portanto, sendo filho de europeus, nasci no continente africano, sou africano, vivi toda a minha vida aqui, sou cientista e, ao mesmo tempo, sou escritor, vivo no mundo da oralidade, em que a oralidade é, de facto, dominante. Não é? Vivo entre línguas que estão vivas e que brigam por uma certa dominância, não é? Em termos da religiosidade, a religiosidade africana está presente de uma maneira absoluta no cotidiano da cidade, mesmo da cidade onde eu vivo, não é? Então eu tive que aprender isso tudo, e a maneira de aprender foi, de facto, foi através de uma desaprendizagem, eu tive que deixar de ser quem eu era. Isto é, eu fui construído de um certo modelo, com um certo formato, não é? A ideia, de, por exemplo, que a definição que em minha casa se dava do que eram os outros, e em contraposição desses outros, do que eu era, a minha própria identidade era construída, todos os dias que eu saía à rua, isso era posto em causa. Havia ali um outro mundo, havia ali esses que na minha casa se identificavam como os outros, afinal, eu estava nessa fronteira, e eu podia atravessar porque eu me esquecia disso que eu tinha aprendido. Não? Então, acho que isto não é uma condição minha. Eu acho que não. Agora percebo. O Stefan a Elodie tem a mesma situação, o mesmo desafio. Todos nós vivemos num mundo em que, por exemplo, esta ideia de que os povos menos desenvolvidos, que vivem no meio da floresta, etc., têm mais presente a ideia da natureza. Eu não aceito isso. Não acho que seja verdade. Porque os meninos franceses aprendem ainda hoje, os meninos na Europa, aprendem ainda hoje a tornarem-se humanos por via das histórias de animais. Isto é, os animais humanizam-nos, tanto numa floresta do Congo, como no meio de Paris, ou de Marseille, ou qualquer coisa assim. Não é? Então, este desafio de... E depois vem o resto, não é? Depois vem uma cultura que tem receio que esse lado, vamos chamar primitivo, possa sugerir que os caminhos que estamos a adotar não são realmente os melhores. Então, acho que essas culturas precisam todas elas de consolidar a ideia de fronteira. Não tenhamos dúvidas. Não, mesmo aqui em Moçambique, quando eu estou a falar que não existe separação entre natureza e aquilo que é humano, aquilo que é social e cultural, não existe. Mas, na verdade, existem rituais, existem cerimónias que colocam esses mundos de maneira bem diferenciada. Portanto, da mesma maneira que eu estava a dizer que não há mais natureza na floresta luxuriante do que numa zona degradada, também não se tem que procurar aquelas culturas que podem ser romantizadas, idealizadas nessa relação perfeita, harmónica entre esses universos. Merci. Alors, je vois que le temps avance. Il y aura ensuite des questions de ceux qui nous écoutent de l'autre côté de leur écran, mais je voulais vous poser encore quelques questions. Stéphane, vous évoquiez ce parti pris de ne pas être défaitiste dans vos essais. Et c'est vrai que c'est une lecture vraiment réjouissante que nous offre Réensauvageons la France, cette idée qu'il n'est pas trop tard, cette idée que la France a un potentiel énorme aussi et une immense richesse. Et il y a notamment des listes dans votre essai, alors des listes qui peuvent nous rendre tristes quand il s'agit des dates de disparition de certaines espèces en France, mais aussi des listes qui nous font des grandes émotions quand vous évoquez le retour spontané de certaines espèces en France. Il y a aussi l'idée que vous voulez être très concret dans cet essai, dans votre réflexion, et qu'il s'agit de proposer des solutions, alors là je vous cite, qui soient cohérentes d'un point de vue écologique, rentables d'un point de vue économique et puis faisables d'un point de vue technique. Est-ce que vous pouvez peut-être revenir sur certaines de ces solutions, nous en donner des exemples pour partager finalement ce côté positif et cet espoir par rapport à notre présent et à notre avenir.
Oui, la- la- la solution la plus radicale et peut-être la plus difficile à mettre en œuvre, c'est vraiment ce dont vous parliez au tout début, leur laisser une place dans notre tête, quoi. C'est laisser à tous ces non-humains une place dans notre tête, ça veut dire accepter qu'ils puissent vivre leur vie là-bas, mais parfois ici très proche. Et c'est ça qui est peut-être le plus difficile à accepter. Concrètement, ça passe par je suis désolé de le dire, mais la France au niveau européen est vraiment le cancre en ce qui concerne la chasse, par exemple. C'est le pays où la période de chasse est la plus longue, où le nombre d'espèces chassables est la plus importante, où les techniques de chasse sont les plus barbares. Donc, on a vraiment, on a tout faux à ce niveau-là. On tue des espèces migratrices que nos voisins essayent de protéger. Donc, euh, voilà, et comme je disais tout à l'heure, en 1976, un certain nombre d'espèces ont été protégées et quasiment du jour au lendemain, on a vu leur population de nouveau se développer. Voilà, là, il y a encore un gros effort à faire. Ça paraît pas très compliqué. Il suffirait de mieux encadrer la chasse. Une autre manière d'arrêter de taper sur la tête de tous ces vivants, c'est d'arrêter de dégrader leurs habitats et de les empoisonner. Les empoisonner, c'est une manière de les tuer direct qui est aussi efficace que la chasse, hein, mais ça concerne des animaux plus petits, des insectes, des micro-organismes, hein, des micro-organismes du sol qui sont hyper précieux pour entretenir et développer la fertilité de nos sols. C'est voilà les plantes aussi. Donc voilà, si on contrôlait en France déjà de manière beaucoup plus encadrée la chasse et la dégradation des habitats et la pollution des habitats, on ferait un bond énorme. On pense souvent que pour protéger la nature, mais bon, on entend bien hein, depuis une heure que le mot de nature est problématique. Et euh, on pense souvent que la solution, c'est de la protéger. On va protéger tel endroit parce qu'il y a tel animal ou telle plante ou parce qu'il y a tel paysage. Alors, on va mettre une clôture autour et on va dire, OK, ici, on n'y fait rien. Mais il faut savoir que la plupart des vivants non humains sont tout à fait capables de vivre tout proche de nous. Il suffit de les accepter. Ils n'ont pas besoin, ils ne nécessitent pas d'avoir un espace clôturé où on les laisse tranquilles et où il y a quelques espèces finalement qui sont finalement très minoritaires, qui ont besoin d'espaces où il n'y a pas de présence humaine très grand et vraiment avec une grande tranquillité. Il y en a relativement peu en Europe. La plupart, vous allez dans Paris, il y a des rapaces, il y a des renards, il y a des fouines, il y a des chauves-souris, il y a plein d'oiseaux. Voilà. Les loups qui ont fait leur retour depuis 30 ans en France, ils sont aux portes des plus grandes villes. Les gens ne s'en rendent pas compte et ils vivent très bien sans poser de problème. Et c'est le cas pour énormément d'animaux et de plantes. Voilà, il faut les accepter. Il faut les accepter auprès de nous. Ça ne veut pas dire, comme je disais au tout début, hein, voilà, c'est de la négociation perpétuelle, c'est de la discussion avec eux. Donc, ça veut dire qu'il faut savoir comment ils vivent, comment ils s'expriment, pouvoir trouver des terrains d'entente qui sont à renégocier en permanence. Mais si on fait ce travail d'écoute et de dialogue et de renégociation permanente, la plupart des vivants non humains sont tout à fait capables de vivre au milieu de nous. Ils n'ont pas besoin voilà, d'un endroit sous bulle. Ça a été indispensable à certaines époques. Maintenant, c'est toujours indispensable pour certaines espèces dont je parlais, finalement minoritaires. La plupart peuvent vivre et s'entendent tout à fait à vivre au milieu de nous si on les accepte. Mia Couteau, est-ce que vous avez une réaction au propos de Stéphane?
Sim, eu trabalho como biólogo, trabalho também na criação e manutenção e gestão de parques. Moçambique tem 10% do território de Moçambique são reservas e parques faunísticos e florísticos. Então, a grande batalha aqui digamos, número um é não pensar que as questões ambientais têm soluções puramente ambientais. Quer dizer, não queremos na armadilha de sermos considerados um gueto, os ambientalistas. Isto é, para criar estes equilíbrios que nós estamos, por os quais nós estamos a lutar, é preciso soluções que são ao mesmo tempo políticas, económicas, é preciso repensar este modelo de civilização e de economia predadora que nós temos. Não é? E depois é preciso pensar que há vários mundos. E há diferentes tipos de pessoas que têm maneiras de ver estes assuntos de forma diversa. Por exemplo, como é que as comunidades locais que vivem junto a um parque em Moçambique, estes parques às vezes têm o tamanho de quase de um país da Europa, assim, há aqui parques que são maiores que Luxemburgo, enfim. Como é que as comunidades que vivem junto a estes parques respondem a esta proposta de uma conservação ambiental? Não é fácil, porque aquilo que, por exemplo, nós chamamos caça, para aquelas comunidades é absolutamente essencial. Isto é, nós que vamos trabalhar, nós que saímos da cidade e vamos dizer àquelas pessoas como é que elas se devem comportar, nós não percebemos que essas pessoas comem carne uma vez em cada 3 meses. E, portanto, a sua relação histórica com o território da caça e com a caça não pode ser vista de uma maneira em que ao lado há um parque de diversão em que vêm pessoas da Europa e é permitida a caça por razões, digamos assim, de turismo cinegético, e depois no outro lugar quem caça é considerado o primitivo porque ele não usa uma arma de fogo, mas usa uma armadilha. Então, tudo isto, como se pode proteger um parque sem proteger as pessoas que estão, sem integrar as pessoas que estão à volta neste projeto, sem as incluir de uma maneira que respeite as formas de vida. Portanto, os desafios ambientais apelam para isto, não nos deixemos ficar neste pequeno grupo, não é, dos ambientalistas. Isso para mim é o desafio maior. Merci. Alors, je relais maintenant les questions de ceux qui nous écoutent, de ceux qui nous regardent. Une question qui est adressée à tous les deux, Stéphane et Mia. C'est celle-ci. Est-ce que vous pensez que la littérature est une bonne façon de recréer un lien entre les vivants humains et les non-humains, ou du moins de les repenser? Stéphane, peut-être. Oui, à 100% d'accord. Oui, bien sûr, la littérature, mais je dirais toutes les manifestations artistiques, scientifiques, humaines, et le droit et l'économie, et tous les domaines dans lesquels s'expriment les hommes doivent pouvoir s'emparer de la question des non-humains. Les non-humains et la nature, le vivant, doivent pouvoir instiller, diffuser, infuser dans tous les champs de la pensée humaine. C'est comme ça et c'est seulement comme ça qu'on pourra leur faire une place, comme je disais tout à l'heure, et de vivre parmi eux, avec eux, d'eux, par eux, pour eux. C'est seulement voilà, en parlant des non-humains comme je parle de mes voisins ou de mes amis ou de ma famille. Tout à fait. Mia, sur cette question, est-ce que la littérature est une bonne façon de recréer un lien entre les vivants humains et non humains, ou du moins de repenser ce lien? Absolutamente, eu acho que é um dos caminhos fundamentais. Nós somos feitos de histórias e nós somos feitos do não humano. Eu acho que, por exemplo, as escolas deviam dar mais valor, potenciar esta conclusão que a biologia nos entregou, que a maior parte das nossas células são células não humanas, que 8% do nosso genoma
é constituído por material viral, por exemplo. Se uma criança aprende isto na escola, eu estou a falar disto contado como uma história, como uma narrativa, como um pequeno conto, se as pessoas aprendem desde crianças a lidar com a diversidade e a complexidade que existe dentro de si, é difícil que essas pessoas sejam amanhã racistas ou fascistas ou nazis ou qualquer coisa, porque eles vivem dentro de si essa ideia de uma harmonia feita do que é diverso e do que é humano e não humano. Portanto, o que nos falta hoje, que hoje estamos inundados por informação, mas falta-nos falta-nos um mito, falta-nos o sentido épico, falta-nos o enredo, falta-nos uma ideia de que existe um futuro e que nós podemos ter participação nesse futuro. Não é? Isso pode ser dado pela literatura, sim. Alors, une autre question, serait-il possible d'écrire un roman du point de vue d'un animal ou d'un autre non-humain? Alors, peut-être que je m'adresse d'abord au romancier et à Miyakuto, je laisse Stéphane réfléchir à cette question, mais je pense que vous aurez aussi une réponse. Eu imagino que quem seja de Moçambique tenha maior facilidade em se colocar em transitar para essa outra identidade. Porque em Moçambique é claro que, por exemplo, há animais que têm alma. Ter alma não é uma exclusividade do humano. E as pessoas podem rezar a essas entidades espirituais, a esses deuses. Isto é, não existe aqui uma hierarquia, não existe aqui uma fronteira entre não só os que têm alma, mas os que têm direito a habitar o sagrado. E isso torna muito mais fácil. Por exemplo, se eu disser a um colega meu que é biólogo que esta noite eu fui um leopardo ou fui um pássaro, ele não acha isto uma coisa extraordinária. Isto não é do domínio do mágico. Isto é possível. Okay? Portanto, eu acho que para quem habita uma cultura como esta, é muito simples que seja um animal a contar a história. Aliás, é sempre. A história é sempre contada por uma mistura disso tudo. Stéphane, sur cette question? Oui, je dirais que l'expérience a déjà été tentée, du moins dans la littérature française. Il y a déjà quelques exemples. Et c'est quelque chose que moi, j'appelle à développer. Et ici, notamment dans mon travail aux éditions Actes Sud, je pousse les romanciers à s'emparer de la question du vivant. Par exemple, effectivement, en racontant la vie de certains animaux comme des individus, comme des personnes. Mia parlait des vivants comme des personnes. Voilà, ce sont des personnes avec des intériorités, des individualités, des singularités, des personnalités, voilà, qui ont chacun eu des histoires de vie propres, des expériences bonnes ou mauvaises. Oui, tout à fait. La littérature peut s'en emparer. Elle a commencé à s'en emparer et j'espère qu'elle va s'en emparer de plus en plus. Oui, je crois qu'on peut citer par exemple le livre d'Éric Baraté, Biographie animale, où voilà, qui est un essai, qui est un essai, mais oui, qui est à cheval entre l'essai et la fiction. Il y a Stefano Doghi, le lion personne, qui est vraiment l'histoire d'un lion capturé au Sénégal et puis qui fait tout un voyage. On est vraiment dans sa peau, quoi. Alors, une autre question. Comment protéger la nature en Afrique sans produire une forme de colonialisme vert? Essa pergunta é para mim? Je pense. Stéphane. É para o Stéphane também. Então, bom, eu não... Primeiro, eu acho que o verbo, o termo proteger, deve ser repensado. Temos que usar isso com cuidado. Porque existe no discurso ambientalista, e eu sou um ambientalista, mas existe no discurso ambientalista alguma legitimação do papel
da espécie humana como o grande salvador. Nós fomos os grandes culpados, agora vamos ser os grandes salvadores, não é? E portanto, esse pressuposto desse sujeito que continua a ser o centro, o dono, o administrador da natureza, e que isso nos compete a nós. Agora, o que eu tenho percebido na história dos últimos 20, 30 anos é que, de facto, os primeiros grandes projetos de proteção de espécies, sobretudo, e as espécies, curiosamente, eram sempre as espécies animais, há toda esta coisa de que o que é parecido connosco, que é mais próximo do humano, merece mais atenção, não é? E começaram com os chimpanzés, com os gorilas, esses projetos de proteção, eram conduzidos por gente que vinha da Europa. Mas isso agora está mudando. Agora isso, digamos, tornou-se uma coisa nacional, uma coisa continental, do continente. Acho que os governos africanos, os cientistas africanos tomaram isso na sua mão e, portanto, duvido que agora isso possa ser uma coisa que seja uma ferramenta da continuação do discurso colonial. Stéphane, peut-être une réaction à cette question? Oui, c'est vrai que l'interrogation de Mia sur le terme de protection, c'est une question extrêmement intéressante. Il y a une position, ça suppose une position dominante, paternaliste vis-à-vis des autres vivants. Et d'ailleurs, Baptiste Morisot, dans son dernier texte que nous avons publié là, à l'automne dernier, Raviver les braises du vivant, interroge justement cette notion de protection de la nature. Mais qui on est pour protéger la nature? On est vraiment une espèce parmi des millions d'autres. On est au milieu et non pas dans une position surplombante à décider quoi faire, qui on protège. Alors si on décide de protéger certaines espèces ou certains milieux, ça veut dire qu'il y en a d'autres qu'on décide de ne pas protéger et qu'on décide d'exploiter jusqu'au dernier individu. Voilà, donc il y a une vraie réflexion aujourd'hui en cours qui est très, très vive, qui remet en cause cette notion même de protection pour essayer de proposer autre chose. Alors, une dernière question qui va sûrement compléter cette réflexion qui vous est adressée. Mia, vous faites partie d'une commission qui joue un rôle dans la vision politique sur la protection de la nature. Quelles sont pour vous les limites du politique et sa force? Limites entre a política e a força. Oui, par rapport à votre travail dans cette commission qui joue un rôle dans la protection de la nature, quelle est la force du politique dans ce domaine et ses limites? Eu acho que existe uma violência que é oculta, que é silenciosa, que é a violência do discurso urbano, o discurso cosmopolita de uma certa modernidade. Aqui faz-se muita educação ambiental, faz-se muito extensionismo agrário, e a forma como isso é feito não pressupõe um diálogo, quer dizer, quem vai educar os camponeses de maneira ambientalmente correta não pergunta o que é que eles sabem, não pergunta, não vai para criar diálogos. O extensionista que vai ensinar os agricultores devia perguntar, um agricultor moçambicano que faz agricultura há séculos, porque o avô já fazia, o bisavô já fazia, devia perguntar a este extensionista o que é que ele fez, que terra ele agricultou, porque ele aprendeu na universidade, ele não sabe meter a mão na terra, não sabe olhar para uma semente, ele sabe dar nomes em latim, mas não sabe, por exemplo, quais são os ciclos, que pássaro come aquela semente, que raiz, de que maneira aquela raiz alimenta as pessoas. Enfim, há toda uma rede de sabedoria que fica esquecida e que não é chamada, não é convocada para um diálogo. Essa é uma violência permanente. Acho que essa é uma violência política, uma violência de um certo saber que eu queria trazer aqui, porque ela vive muito no silêncio, é muito oculta.
Merci beaucoup. Il n'y a plus de questions. On arrive au terme de cette conversation qui, j'en suis sûre, aurait pu durer 1 heure de plus, qui était vraiment très, très riche. Merci beaucoup, Miyakuto, d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup pour votre générosité. Merci beaucoup à vous, Stéphane Durand, d'avoir été présent aussi ce matin pour Merci à partager vous. votre réflexion et vos travaux. Je remercie aussi beaucoup Thierry Pimpao d'avoir joué l'interprète décisif de cette discussion. Et puis, merci à Cédric Duroux, à Adélaïde Fab. Et puis, un salut aussi, bien sûr, à Littérature au Centre à Clermont-Ferrand. Merci à tous.